Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. School TV qui, vous le savez, vous fait voyager aujourd'hui. On fait d'étape du côté du Vietnam. C'est parti pour le sommaire. C'est un pilier de la nation vietnamienne, l'éducation priorité du gouvernement, afin de soutenir un taux de croissance fort, il est vrai, ces dernières années. Alors, à quoi ressemble le système scolaire là-bas? Mathilde Bessel est ici présente et elle sort sa loupe. Dans un instant, le Vietnam, entre évolution et révolution, des changements qui se sont notamment traduits par la libéralisation du secteur avec l'avènement des établissements privés. La richesse est-elle devenue le principal déterminant de la scolarisation? Là aussi, on en parle dans un instant. Et puis entre modernité et tradition, l'éducation au Vietnam tente de se réinventer. Avec quelle réussite, mais aussi quelles limites, malgré les efforts du gouvernement. Vous verrez qu'il est parfois compliqué d'accéder aux études supérieures. On en parle avec mes invités. Marie-Hélène Barnes, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des écoles en moyenne section de maternelle au lycée français international Marguerite Duras. Et ça se trouve à Ho Chi Minh. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On ne fait pas de point météo, s'il vous plaît. Voilà. Ici, il fait 15 degrés. J'imagine que chez vous, il fait 30-35 degrés. On va en rester là. On est également en liaison avec Chania Nguyen. Bonjour. Et vous, vous êtes à Marseille. Bonjour. Donc, oui. Prenez un petit peu notre douleur. Et vous êtes ancienne étudiante, ancienne élève au Vietnam. Tout de suite, la loupe. Et on débriefe avec vous juste après. Salut Mathilde Bessel. Salut Patrice. Tout va bien? Tout va très bien. Alors parlez-nous un petit peu de cette éducation au Vietnam. Quel rôle a-t-elle au sein de la société vietnamienne? Alors il faut bien comprendre que l'éducation est le pilier de la nation vietnamienne. Le gouvernement en a fait sa priorité pour soutenir notamment un taux de croissance du PIB, donc entre 6 et 8,5%. Produit intérieur brut. Allez, Produit intérieur brut, voilà, exactement. Richesse, Merci de préciser. L'État consacre plus de 16% du budget national à l'éducation. Et surtout, le taux d'alphabétisation dans le pays atteint les 96%. C'est absolument énorme. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que c'est l'un des combats du gouvernement, ne pas exclure les enfants qui vivent dans les régions reculées. L'école est absolument partout. Et j'aimerais reprendre une phrase signée Ho Chi Minh, qui était, petit cours d'histoire très rapide, qui était le fondateur du Parti communiste vietnamien et premier président de la République démocratique du Vietnam. Je le cite, il faut juste 10 ans pour faire pousser un arbre, mais 100 ans pour éduquer un homme. Vous l'avez compris, l'éducation est très importante au Vietnam. Et si on entre un petit peu plus dans les détails, Mathilde, comment s'organise justement le système scolaire là-bas? Eh bien, on commence donc avec le préscolaire qui correspond aux crèches et garderies chez nous en France. Vous avez ensuite l'école primaire qui est obligatoire et gratuite dans les grandes lignes. Attention, on y reviendra tout à l'heure. Donc, l'école primaire, je le disais, obligatoire de 6 à 10 ans. Les classes qui correspondent vont de la première à la 5e. C'est l'inverse de chez nous, l'ordre est croissant. Vous avez ensuite l'enseignement secondaire avec des élèves qui ont entre 11 et 14 ans, ce qui correspond chez nous au collège. Ce sont les classes de la 6e à la 9e. À la fin du collège, d'ailleurs, vous avez un examen que vous passez pour ensuite aller au lycée. Et puis enfin, le lycée avec les classes qui vont de la 10e à la 12e pour des élèves qui ont entre 15 et 18 ans. Puis à la fin, il y a le baccalauréat, comme chez nous, pour accéder aux études supérieures. Et justement, l'accès aux études supérieures, ça se complique? Eh bien oui, c'est assez compliqué puisqu'elle représente que 25% déjà parce qu'après l'école primaire, les études sont payantes. Donc pour les familles qui n'ont pas les moyens, c'est très compliqué. Les élèves travaillent très tôt, ils quittent l'école et font d'ailleurs des métiers plutôt physiques, difficiles, dans les champs notamment. Mathilde, vous parliez justement de l'école primaire qui serait gratuite dans les grandes lignes, mais apparemment, quand on regarde dans les détails, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, car figurez-vous que les parents doivent payer les fournitures et les livres qui ne sont pas pris en charge par l'État, mais surtout, si les parents souhaitent que les professeurs s'occupent bien de leur enfant en classe, ils doivent donner une enveloppe avec de l'argent, donc en début d'année. Il est souvent bien vu aussi que l'enfant suive des cours particuliers, des leçons privées avec le professeur pour notamment arrondir les fins de mois de leur maigre salaire. Comment s'organisent les journées de cours? C'est quoi le rythme? Alors, elles sont organisées en demi-journée. En général, on se plaint en France avec nos 28 élèves par classe, mais il faut savoir qu'au Vietnam, ils sont entre 35 et 50 par classe. Donc, effectivement, c'est un peu comme au Brésil, vous vous souvenez, on en avait parlé. Récemment, ouais. Donc, voilà, c'est le matin et ou l'après-midi. Donc, c'est en demi-journée. D'ailleurs, dans les zones reculées, ce sont de très jeunes professeurs qui y sont envoyés et ils ont d'ailleurs des conditions de vie assez difficiles. L'école vietnamienne est-elle élitiste? Oui, en partie à cause de ces nombreux examens et concours. Il y a aussi de nombreuses écoles privées, on en parlera tout à l'heure, qui fleurissent partout dans le pays. Les familles, qu'ils peuvent, dépensent beaucoup pour l'éducation de leurs enfants. La discipline tient aussi une place très importante à l'école. Déjà, l'uniforme, il y est obligatoire, il diffère selon les écoles, un peu comme
aux États-Unis, au Royaume-Uni notamment. Et puis l'enseignant est très respecté au Vietnam. Par exemple, à la fin du cours, on se souvient en France, l'élève, on se carapate après le cours, le prof reste un peu quoi. Et bien là, c'est l'inverse. On doit attendre que le professeur sorte de cours pour quitter la classe. Voilà. La discipline, madame. La discipline. Et Patrice, peut-être... C'est comme sur ce plateau. Exactement, vous faites régner l'ordre, c'est vrai. J'essaye avec vous. Et peut-être que vous avez eu quelques petites amoureuses au collège ou au lycée. Voilà. Oui. Et bien, figurez-vous que si vous étiez au Vietnam, c'était interdit, voilà, puisque l'élève doit se concentrer sur ses études, donc ça rigole pas avec l'école vietnamienne. Les études avant tout, effectivement, reste sérieux. L'expression orale, sans plus tarder. On est avec Marie-Hélène Barnes, professeure des écoles en moyenne section maternelle au lycée français international Marguerite Duras, ça se trouve à Ho Chi Minh, et en Skype également avec Chania Nguyen, ancienne élève au Vietnam, avec une croissance forte depuis maintenant plus de 10 ans. Marie-Hélène, cette République socialiste a besoin de main-d'œuvre qualifiée, cela passe forcément par l'éducation. Quelle est la place et surtout, est-ce qu'il y a une demande forte en termes d'éducation au Vietnam ? Alors oui, la demande est très importante et nous, au lycée français de Ho Chi Minh, on a énormément de demandes de familles vietnamiennes qui souhaitent intégrer le lycée français. L'équation est toujours compliquée car il faut un accès équitable et une bonne qualité des acquis par les élèves. Comment le gouvernement, justement, a réussi à insuffler ce mouvement ? Eh bien, en fait, là, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, une grosse partie des élèves qui arrivent de familles vietnamiennes, on parle vraiment vietnamophone, sont des élèves qui n'ont jamais eu accès au français et ils arrivent au lycée français. Donc, c'est la problématique actuelle, c'est accueillir ces enfants qui ne maîtrisent absolument pas la langue et les amener jusqu'au bac. Chania Nguyen, vous avez fait toute votre scolarité justement au Vietnam. Comment est perçue l'éducation là-bas et quelle scolarité vous avez vécue ? Alors, moi, j'ai fait ma scolarité à Marguerite Duras. J'ai eu une éducation avec le système scolaire français. Mais j'ai pas mal connu des orphelins ou des Viettes qui ont fait l'éducation purement Viette. Et effectivement, après, comme l'a dit, c'est une éducation qui ressemble pas mal à celle de France, je dirais. Mais, Et alors, comment ça se passe ? Est-ce que le principe du mérite est ancré, justement ? Quelle est la pédagogie à l'école ? C'est-à-dire, je suis désolée, je ne comprends pas trop. Est-ce qu'il y a un système de compétition qui est installé depuis très petit ? Est-ce qu'il y a un système de notation ? On a vu par exemple qu'en Chine, la note était très importante, que la compétition était installée à la limite dès le jardin d'enfants. En France, un petit peu différent. Et je ne vous parle pas des pays nordiques qui, eux, balaient totalement effectivement cette pédagogie d'un revers de main, puisque pour eux, les notes, c'est pas avant 14-15 ans. Comment ça se passe au Vietnam ? Oui. Alors au Vietnam, effectivement, dans le système scolaire viet, c'est très compétitif. Donc il y a un système de notation, de podium, je dirais, qui font que les élèves ils peuvent voir à peu près où est-ce qu'ils sont dans le podium pour accéder. En fait, c'est plus pour accéder aux études supérieures. Plus on a des meilleures notes et mieux on sera plus respecté, mieux vu par la société. Marie-Hélène Barnes, est-ce que les familles vietnamiennes perçoivent aujourd'hui, on est en 2022, l'intérêt de cette scolarisation précoce qui n'a pas été le cas, effectivement, j'imagine, il y a 20 ou 30 ans ? Oui, pour eux, c'est très, très important. Hein. Comme vous le disiez tout à l'heure, le système éducatif, pour eux, c'est vraiment la base de leur fonctionnement et donc ils font beaucoup d'efforts pour que les enfants accèdent au meilleur et surtout actuellement, les Vietnamiens qui se sont enrichis au fil des années souhaitent vraiment que les enfants puissent partir faire des études à l'étranger et pour cela, il faut qu'ils intègrent des écoles internationales. Question de Mathilde. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, on oublie un peu de le dire, mais le Vietnam est un pays communiste. Et est-ce qu'on voit une différence par rapport à l'école, à l'éducation, justement, une autre éducation qui est donnée par, justement, cette politique-là ? Alors, je ne sais pas si ça vient de la politique ou si c'est ancré dans les valeurs vietnamiennes, mais il est clair que l'école a une place primordiale. L'enseignant est extrêmement respecté. Et les enfants ont une attitude vis-à-vis de l'école extrêmement respectueuse. C'est quoi les rythmes scolaires justement dans une école au Vietnam et vous par exemple au lycée français ?
Alors, le rythme scolaire, nous, pour toutes les classes confondues, hein, c'est-à-dire de la maternelle, en gros, jusqu'au lycée, bon, ici, en tout cas, maternelle, primaire, le rythme, c'est l'école commence à 8 heures, elle finit à 14 heures avec une pause de 1 heure pour le déjeuner. Vous n'avez pas de système de classe à double flux, vous n'avez pas de système où on a école le matin ou l'après-midi. Vous avez cette chance, effectivement, de pouvoir dispenser les cours tout au long de la journée avec des gens qui peuvent se le permettre. Exactement, voilà. De 8 heures à 14 heures, on est en classe avec les élèves. Alors est-ce que vous savez comment le gouvernement, parce qu'effectivement c'est peut-être pas votre cas dans le lycée international, dans le lycée français à Marguerite Duras, mais on sait que le gouvernement tente d'endiguer l'abandon précoce de l'école qui arrive très souvent dès le primaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, moi, en partie, je pense que les familles ont besoin d'aide, hein, souvent, comme vous le disiez, ils ont besoin que les enfants viennent travailler dans les magasins, dans les champs et dans les zones reculées, beaucoup plus que dans les grandes villes. Chania Nguyen, est-ce que vous aviez justement des amis à l'époque qui étaient concernés par ce sujet, par l'abandon hein, dès le primaire, et est-ce que ça concerne peut-être plus les garçons que les filles ou inversement ? Alors, c'est vrai que les garçons sont plus privatisés en termes d'éducation. Après, c'est vrai que les filles sont celles qui n'ont moins d'éducation, je dirais. Et effectivement, aussi, en termes de... Je pense qu'il y a aussi le prix qui joue aussi. Certes, le Vietnam, c'est un pays pas trop cher en termes de revenus. Mais plus, en fait, en fonction de là où on habite, plus on est dans la zone urbaine et plus l'éducation sera plus chère. Dans les zones rurales, elles seront un peu moins chères et en montagne, elles sont beaucoup moins chères. Mais après, il y a tout ce qui est le transport qui joue. Donc effectivement, je pense qu'ici, comme l'a dit, c'est vraiment une question déjà de sexe venant de l'élève et puis de prix pour moi aussi. Oui, parce que je le disais effectivement tout à l'heure, l'école primaire est donc normalement gratuite, mais pas tant que ça, puisque les parents doivent payer les fournitures, les livres, pour nous c'est assez dingue, ou encore doivent même donner une enveloppe avec de l'argent dedans aux instituteurs. Est-ce que ça, vous l'avez vu, alors peut-être pas dans le lycée français, mais par des copains à vous qui ont dû se plier un petit peu à ça ? Oui, alors mon père et moi, nous avons suivi des orphelinats. En fait, on a partenariat, on a comment on dit on a suivi des orphelinats. D'accord. J'ai une fille qui était là-bas, on a été très très proches, voire comme des sœurs, qui elle a fait ses études dans une école purement viette, où effectivement il y a aussi les uniformes, où c'est pas fourni par l'école, mais c'est normalement les parents qui doivent payer. Et effectivement, tout ça, mon père fournissait tout ça à cette fille qui elle devait, mon père devait payer toutes ces charges-là qui sont pas prises en charge par l'école. Marie-Hélène Barnes, justement, Chania parlait d'uniforme. Il y a toujours ce débat qui émaille et qui rythme la société, notamment en France. Faut-il, oui ou non, revenir à ce fameux uniforme ? Mais l'uniforme, il est obligatoire au Vietnam. Quelle vertu il a, d'après vous ? Alors nous, il faut savoir qu'au lycée français, on est vraiment la seule école internationale où il n'y a pas d'uniforme. Ah, alors je suis tombé sur l'exception, incroyable. Voilà, sinon, effectivement, toutes les écoles vietnamiennes, les enfants portent un uniforme de couleurs différentes selon que ce soit le primaire, le collège, le lycée. D'accord. Et toutes les écoles internationales britanniques, américaines, australiennes ont toutes un uniforme. On est les seuls. Eh bien alors, d'après vous, c'est une question de tradition ou c'est aussi un sentiment d'appartenance ou peut-être aussi pour, comme on le dit souvent, lisser les inégalités ? Alors, je pense qu'après, nous, c'est plutôt une question de tradition. On laisse la liberté aux familles de faire comme ils veulent. Après, clairement, c'est vrai qu'avoir un uniforme, ça permet aussi de diminuer les inégalités. Enfin, elles sont moins visibles déjà au niveau vestimentaire, quoi. Je trouve. Pour avoir aussi travaillé aux États-Unis, je trouve qu'effectivement, le fait de porter l'uniforme, ça évite des railleries sur les vêtements, la qualité des vêtements.
Quelle est l'importance de la note au Vietnam? On en a parlé à l'instant avec Chania, on a fait une émission sur la Chine il n'y a pas longtemps, on a l'impression qu'ils sont notés dès qu'ils ont, allez j'exagère un petit peu, mais dès qu'ils ont 3 ans au jardin d'enfants. C'est la même chose au Vietnam? Oui, Oui. oui, oui. Hein, ils sont évalués. Mais après, donc nous, on est vraiment dans le fonctionnement du système les français. parents gèrent cette pression? Il y a une pression, effectivement, il y a une pression où les enfants doivent réussir. C'est leur avenir en même temps. Hein. Enfin, voilà, pour les familles, ça repose sur les enfants. Il faut savoir qu'après, les familles vivent en famille, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans une maison, il y a souvent 3 générations, et donc c'est les plus jeunes et ceux qui travaillent qui font vivre tout le reste de la famille. Quoi. Donc, D'après vous, c'est parce que l'on est habitué à performer, à travailler beaucoup dès le plus jeune âge, que l'on est justement beaucoup plus performant par la suite? je ne suis pas certaine que ce soit le cas. Je pense aussi qu'il faut quand même avoir des prédispositions. Alors après, bien sûr, ça aide hein, de pouvoir avoir accès à des cours particuliers, d'avoir du soutien. Évidemment, c'est indéniable, surtout quand, par exemple, on est au lycée français et qu'on souhaite parler une nouvelle langue. Ben, un soutien dans cette langue, c'est indéniablement un plus. Mais bon, voilà. Après, je pense que c'est pas une vérité. Hein. C'est pas parce qu'on fait des cours particuliers qu'on va forcément performer. Quoi. Quel est le statut du professeur au Vietnam? On a l'impression qu'il est éminemment respecté. Oui, absolument. Il est éminemment respecté. Alors, nous, c'est un peu différent parce qu'on est une école française, mais en tout cas, les professeurs dans les écoles vietnamiennes sont extrêmement respectés. Et comme on le disait, ils reçoivent souvent des enveloppes. Alors, ce n'est pas le cas pour nous, mais souvent, les familles dans les écoles vietnamiennes voilà, donnent une enveloppe de reconnaissance voilà, aux enseignants. Mais ceci dit, nous, on le ressent également. Hein, je veux dire, toutes les familles ou vietnamiennes ou d'origine vietnamienne, l'enseignant est extrêmement respecté. Et d'ailleurs, la fête des enseignants qui a lieu, je sais en octobre, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est hyper important ici, quoi, que moi, j'avais jamais connu en France d'ailleurs, la journée des enseignants. Quoi. Chania, racontez-nous, c'est quoi Chania, cette journée des enseignants, cette fête des enseignants? Effectivement, la journée des enseignants, c'est une journée spécifique pour les enseignants où les parents des élèves viennent et remercient avec une enveloppe l'enseignant pour l'éducation, enfin oui, l'éducation qu'il inculque aux enfants en fait. Comment vous expliquez le statut du professeur Pardon, comment vous expliquez le statut du professeur au Vietnam, qui on a l'impression a un statut important? Ah oui, effectivement, auprès des élèves, c'est une personne très respectée. Parce que pertinemment, ils le savent au plus profond d'eux que cette personne leur inculque son savoir, qui fait que pour eux, ça va pouvoir leur aider pour les études supérieures, pour qu'ils puissent avoir un job. Et c'est, comme on l'a dit, les enfants d'aujourd'hui qui sont à l'école sont l'avenir du pays, en fait. Il existe aujourd'hui 3 types d'établissements au Vietnam. Vous l'avez évoqué, ma chère Mathilde, les écoles publiques, les écoles du peuple et les écoles privées. C'est ça? Sûrement. Vous pouvez nous expliquer la différence? En fait, il y a les écoles publiques, donc pour les Vietnamiens, comme on aurait nous nos écoles en France publiques. Hein, mais au fil des années, ils se sont développés énormément d'écoles privées, que ce soit des écoles vietnamiennes comme des écoles internationales, et qui sont très prisées par les familles qui ont un peu plus de moyens, parce que oui, effectivement, c'est bien d'avoir des enfants qui sont dans des écoles privées internationales. La richesse est devenue le principal déterminant de la scolarisation, d'après vous, ou pas? Alors, ça en fait partie. En partie, oui. Je dirais par exemple qu'il y a des exceptions. Par exemple, au lycée français, il y a quand même énormément d'enfants qui ont des bourses, alors qui ont une nationalité française qui a été donnée par un papa qui n'est peut-être plus là, ou de la famille qui a eu des liens avec la France, mais qui n'est plus en lien avec la France maintenant. Donc, en fait, il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont les bourses
et qui bénéficient de cette éducation, de cette instruction à la française grâce à ça. Et qui vont pouvoir avoir accès à une éducation qu'ils n'auraient pas eue, à des connaissances, à peut-être des études supérieures qu'ils n'auraient sûrement pas eues s'ils avaient été dans des écoles vietnamiennes, on va dire, publiques. L'éducation à la française, c'est le Graal, si je puis dire, en Asie et plus particulièrement au Vietnam. Alors, je ne sais pas si c'est particulièrement l'éducation à la française, parce que les écoles anglo-saxonnes sont aussi très prisées. Il faut savoir qu'en fait, à Ho Chi Minh, l'école internationale française est la moins chère de toutes les écoles internationales. Donc, effectivement, elle est prisée par beaucoup de Vietnamiens qui ne sont pas forcément très riches, mais qui ont quand même des moyens pour pouvoir payer une école privée à leurs enfants. C'est-à-dire, on parle de combien, Madame Barnes, qu'on comprenne en gros? Alors, ça dépend des niveaux, hein, parce que plus on monte dans les niveaux collège, lycée, et plus c'est cher. Je peux vous dire que là, pour la maternelle, on est à peu près à 10 000 € l'année. 10 000 € l'année, j'imagine, et c'est assez conséquent. Effectivement, pour les Vietnamiens, j'imagine. C'est la moins chère des écoles internationales de la ville. C'est la moins chère. Pour la maternelle. Pour la maternelle. Et la plus chère, on avoisine, vous le savez, quel montant? 30 000 le trimestre. 30 000 € le trimestre? 120 000 € l'année? Pour la maternelle, c'est ça? Là, oui, il y a des écoles, les écoles anglaises, par exemple, c'est extrêmement cher. Je reprends mon souffle. L'info en plus, c'est avec vous, Mathilde. Et pour l'info en plus, ma chère Mathilde, vous allez nous parler, une fois n'est pas coutume, de football? Et oui, c'est pour vous faire plaisir, Patrice, comme je sais que vous aimez ça. Et que le PSG a perdu, j'ai compris, merci beaucoup. Oui, désolé, peut-être pas le bon jour. Oui, c'était pas le bon jour. C'est pas grave, voilà. Mais quand même, écoutez, on va partir donc, on va parler du football, donc évidemment au Vietnam, puisque vous le savez peut-être, l'Asie n'est pas super réputée au football. Que vous êtes dur, ça progresse, ça progresse. Mais c'est vrai, pour les joueurs, leurs titres, etc., bon, on retient plus le Brésil, par exemple, que le Vietnam. La France, oui. Eh bien, oui, la France, vous avez raison. Oui, je parlais du Brésil parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Eh bien justement, c'est la raison pour laquelle un entraîneur nommé Guillaume Gretchen, ancien joueur de Ligue 2, a décidé donc de s'établir au Vietnam pour former les footballeurs stars de demain. Il fait partie de l'académie Jean-Marc Guillou, une école qui s'est faite connaître notamment en Côte d'Ivoire. Il recrute donc de jeunes gens vietnamiens programmés donc pour être footballeurs. D'autres académies d'ailleurs ont vu le jour ensuite au Vietnam, donc ça marche plutôt bien. Et ça paye d'ailleurs, puisque l'équipe des moins de 23 ans est arrivée en finale de la Coupe d'Asie des Nations 2018. Mais évidemment, le Vietnam place tous ses espoirs dans la Coupe du Monde 2026, Patrice. Vous y serez évidemment. Ouais, parce que 2022, ils ne sont pas qualifiés, 2026... C'est pour ça que, voilà, 2026. J'espère que je verrai ça. Chania Nguyen, quel est le rôle, quelle est la place de l'extrascolaire au Vietnam? Alors oui, pour l'extrascolaire, c'est quelque chose qui se fait beaucoup au Vietnam. C'est encouragé par les enseignants et par les parents, en fait, pour que les élèves, les enfants, ils puissent un peu s'intégrer dans la société. Mis à part l'école, parce que déjà l'école, ça donne beaucoup de stress venant des parents, des enseignants et surtout pour l'élève. Donc effectivement, les enseignants, les parents, ils encouragent les élèves à faire des activités extrascolaires comme le sport, la musique, tout ça en fait. Et c'est quelque chose que l'on met sur son CV, si on excelle dans telle ou telle discipline? Oui, ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Oui. Beaucoup font du sport ou de la musique et ça peut beaucoup aider par exemple, à l'entrée de l'université. Mais c'est vrai qu'après, pour les universités, c'est pas vraiment... Le dossier, oui, compte. La note de l'élève compte aussi. Donc là où il va être placé sur le podium, mais c'est surtout aussi au niveau du prix que les études supérieures vont demander, en fait, parce que les universités, il y a des universités publiques qui sont dans les environs de 750 € le semestre. Et après, vous avez les universités privées où là, ça va jouer sur le prestige, qui va jouer sur... ça va coûter à peu près... plusieurs milliers d'euros. Ce qui fait pas mal cher pour les Vietnamiens qui, eux, n'ont pas beaucoup de revenus. Et donc, c'est pour ça que, je vous fais une petite parenthèse. Moi, j'ai monté une entreprise où, en fait, nous, on a un système d'accompagnement aussi pour les élèves, pour plutôt les orphelins qui, eux, n'ont pas d'argent,
pour qu'ils puissent en fait faire des études supérieures où un bénéfice sera versé pour créer ce système d'accompagnement. Parce qu'effectivement, l'université, les études supérieures sont vachement trop chères pour les Viettes. Et encore plus pour les orphelins qui, eux, n'ont pas de parents, qui n'ont pas de revenus et qui doivent faire des métiers manuels qui payent très très mal et qui sont très difficiles sur la vie de tous les jours. Et justement, Chania, vous pouvez nous dire comment s'appelle votre initiative et comment on peut vous contacter? Vous avez une adresse internet? Alors, la marque s'appelle Timda, Timda, qui veut dire cœur et cure en viette. C'est une société que j'ai montée récemment qui fait dans la maroquinerie, où un bénéfice de notre chiffre d'affaires sera versé dans ce système d'accompagnement où mon père va rentrer dans la semaine prochaine pour mettre en place tout ce système d'accompagnement. On a déjà des partenariats avec certains orphelins au Vietnam, enfin orphelinats, excusez-moi, pour en fait faire une sélection des orphelins qui souhaiteraient réussir. Il y a des orphelins qui n'ont pas de très bonnes notes, mais qui ont ce vouloir de réussir dans la vie, où nous allons faire cette sélection pour les accompagner tout le long, pour qu'ils puissent trouver un job qui leur ressemble. Bravo encore pour cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de l'accès aux études supérieures? On sait que c'est pas toujours facile, et c'est peut-être le point noir du système éducatif, je me permets, au Vietnam. Et vous êtes, vous, à titre personnel, venu faire vos études du côté de Marseille, c'est ça? Alors oui, moi je suis revenue en France pour mes études supérieures parce que bien évidemment la France, ce qui est bien, c'est que pour tout ce qui est études, les études sont gratuites ici. Et puis en termes de diplôme aussi, c'est des très bonnes diplômes qu'ils donnent. Donc c'est pour ça que je suis rentrée et aussi j'ai de la famille. Mais c'est vrai que au Vietnam, où nous avons parrainé plusieurs orphelinats, on voit la difficulté que certains orphelins ont, à cause de ce souci d'argent. Déjà, étant orphelin, on ne se sent pas trop accepté dans la société, on va dire. Parce qu'on n'a pas ce réconfort familial que certains ont. Et puis surtout que les études là-bas, t'as pas de parents, t'as pas d'argent, donc t'as pas d'études supérieures. En France, ce qui est bien, c'est que étant orphelin et qu'en plus l'éducation est gratuite, les orphelins ont quand même un avenir. Parce qu'ils ont accès à ces études. Au Vietnam, ils n'ont pas accès à ces études et je trouve ça vachement dommage parce qu'on peut avoir un orphelin qui est intéressé dans la médecine, qui peut être futur médecin, et si on arrive à à l'aider à devenir médecin et qu'il arrive à sauver une personne, on peut dire qu'on a contribué au bien-être du peuple, en fait. On peut dire qu'on a sauvé indirectement cette personne. Effectivement. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce système d'accompagnement, parce qu'on trouvait ça un peu horrible de ne pas laisser certaines personnes, à cause de leur statut social, de pouvoir faire des études supérieures. Marie-Hélène Barnes, effectivement un très beau témoignage de Chania Nguyen. Est-ce qu'il y a une forme de solidarité qui se met parfois en place au Vietnam justement pour ces élèves? Oui, alors je fais une petite parenthèse, je parlais tout à l'heure de 30 000 € l'année, pardon, c'était pas le trimestre, d'accord, pour les plus chers des écoles internationales. Ce qui est déjà pas mal. Oui, ce qui est déjà, oui, c'est clair. Pour ces élèves, alors nous, effectivement, il y a beaucoup d'associations qui viennent en aide aux enfants orphelins au Vietnam. Nous, avec le lycée français, on n'a pas d'accord particulier pour les accueillir, évidemment. Parce que l'école est bien trop chère pour ces enfants-là. Mais il y a énormément de Français qui sont investis dans des associations pour leur venir en aide et pour leur permettre d'accéder à la scolarité. Alors j'imagine que le lycée français, international français, c'est un tremplin pour les études supérieures, mais on a bien compris que l'accès aux études supérieures, c'est peut-être l'axe de progrès pour un pays comme le Vietnam? Absolument, absolument. C'est vrai que c'est pour ça qu'actuellement, les écoles internationales sont extrêmement prisées, parce qu'elles permettent aux étudiants vietnamiens de pouvoir accéder à des études supérieures à l'étranger, surtout, et c'est ce qui les intéresse. Un grand merci en tout cas à toutes les deux. Marie-Hélène Barnes, merci encore de nous avoir accordé votre temps précieux. Je rappelle que vous êtes professeure des écoles en moyenne section de maternelle du lycée français international Marguerite Duras, ça se trouve à Ho Chi Minh. Et un grand merci à vous, Chania Nguyen. Vous nous rappelez, s'il vous plaît, le nom de votre association, de votre initiative?
T-I-N-D-A. T-I-N-D-A. Un grand merci à vous. Et vous êtes ancien élève au Vietnam et vous faites vos études supérieures en ce moment du côté de Marseille. Les Marseillais que l'on salue également du côté de School TV Le Mag. Mathilde, merci beaucoup. Merci, on va réatterrir à Paris du coup. Voilà, on reste à Paris, on reste dans le froid. Mais il fait beau, c'est pas grave. Excellente journée en notre compagnie. Vous retrouvez l'ensemble de nos émissions sur schooltv.com. Excellente journée.